Alors, on voit l'arrivée à la prison d'Atlanta. Le président a même le convoi qui l'amène. Et on ne sait pas vraiment combien de temps dure cette procédure. Ça peut être assez long. Évidemment, peut-être qu'on va porter une attention particulière à l'ancien président. L'empreinte digitale, la prise de photos aura-t-elle lieu ou pas? Ça reste une incertitude dans la mesure où la rumeur a couru ces dernières heures que M. Trump négociait avec ses avocats. Évidemment, son argument peut paraître valable en ce sens qu'il est une des personnalités les plus connues au monde en ce moment, mais est-ce que ça ne lui donnerait pas un traitement de faveur qui n'a pas été accordé à ses co-accusés? Parce qu'on a vu son directeur de cabinet, cette fameuse photo judiciaire, on a vu Giuliani, on a vu John Eastman, on a vu tous ceux qui se sont présentés et qui ont jusqu'à demain midi pour le faire parce que l'échéance imposée était assez claire. C'est demain midi, tout le monde, les 19 devaient avoir fait prendre leur empreinte digitale. Il faut comprendre ici que ce n'est pas une comparution devant un juge. La procédure en Géorgie est différente et elle est très, très stricte. Et c'est ce qui nous fait dire que la procureure ou même que les autorités policières ne vont pas faire de faveur à M. Trump. Là, on voit les voitures arriver. Le verra-t-on avant qu'il n'entre à la prison? Une prison qui a très, très mauvaise réputation. Il y a même une enquête en cours sur ces lieux-là, qualité des lieux. Et donc, M. Trump sera peut-être épargné de cette situation-là. Mais est-ce qu'on pense qu'il voudra, à la sortie de la procédure d'arrestation et de prise d'empreinte et peut-être de photos, voudra-t-il s'adresser à ses partisans qui sont réunis un peu en périphérie? Il avait fait appel à eux ou s'adressera-t-il à travers son réseau social au public? Chose certaine, c'est qu'il n'a pas cessé d'attaquer la procureure. Procureure, d'ailleurs, Fani Willis, qui a fait enquête depuis 2 ans avec le soutien d'un grand jury à qui on a présenté des éléments de preuve. Par la suite, un autre jury a décidé d'inculper. Et on apprenait aujourd'hui que la Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine, veut lancer une enquête sur cette procureure Fani Willis. Elle veut, la Chambre des représentants, même envisager une procédure de destitution. Donc, c'est un combat judiciaire. Il y a un combat politique qui se joue derrière ces procédures d'inculpation. Rappelons que c'est la 4e. Celle-ci est la plus sérieuse, celle qui doit inquiéter davantage Donald Trump, qui vient d'ailleurs à nouveau aujourd'hui de changer de procureur. Inquiéter Donald Trump, pourquoi? Parce que ce sont les seules accusations pour lesquelles il encourrait, s'il trouvait coupable, d'un minimum de 5 ans d'emprisonnement. Plus encore, comme on sait, M. Trump aime bien pardonner certaines personnes, il l'a fait à la fin de son mandat, bien, il pourrait théoriquement pardonner, s'il était, par exemple, élu président des États-Unis, dans ce match Trump-Biden, bien, il pourrait peut-être, qui sait, se pardonner lui-même, il pourrait pardonner tous les co-accusés. Et si les procès n'ont pas eu lieu, parce que c'est un autre mystère, c'est un autre suspense, bien, il pourrait peut-être décider d'annuler tous ces procès. Alors, on voit l'arrivée. On va voir donc l'arrivée et on ne sait pas quel temps ça prend. Je vais joindre maintenant donc un procureur américain, un avocat américain qui va nous éclairer là-dessus. Vous êtes un ancien procureur fédéral à New York et professeur de droit à l'Université Columbia. Monsieur Davis, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Comment réagissez-vous quand vous voyez ces images, cette 4e inculpation, sans doute la plus risquée pour Donald Trump? Qu'est-ce que ça vous inspire comme procureur? Bon, c'est remarquable dans le sens que c'est pas la première fois, comme vous venez de dire, c'est la 4e fois qu'on a vu à peu près la même procédure. Mais moi, je suis avocat, je suis ancien procureur, je suis prof de droit. Et c'est fascinant dans le sens qu'on n'a aucun précédent d'une situation comme celle-ci. L'idée qu'un ancien président peut être inculpé 4 fois est remarquable. Une chose à noter, c'est que nous sommes maintenant devant le tribunal étatique, dans le sens que c'est l'État de Géorgie qui est l'État qui a accusé Trump. Et là, ils ne sont pas susceptibles d'être pardonnés, dans le sens que même s'il est élu président,
Même si Biden voulait faire une grâce, il ne peut pas, parce que le pouvoir du président de pardonner quelqu'un est limité aux affaires fédérales. Et ça, c'est intéressant pourquoi il y a 2 poursuites fédérales, mais aussi 2 poursuites étatiques contre Trump. J'aimerais avoir votre commentaire sur le changement aujourd'hui d'un procureur principal dans la défense de Donald Trump. Peut-être vous pouvez nous révéler un peu ce qui se passe derrière cette histoire-là. Et le fait que la juge a accordé et la procureure Willis a accepté une date de procès le 23 octobre, alors qu'on entendait parler du 4 mars depuis quelques jours. Et ça, c'était la veille du premier caucus de l'Iowa. Alors, du fameux Super Tuesday. Alors, que pensez-vous de ce changement d'avocat ou de stratégie de Trump jusqu'à maintenant, ne serait-ce que de choisir des heures de grande écoute là, pour venir faire son arrestation? Bon, en ce qui concerne le changement d'avocat, on n'en sait pas, dans le sens qu'il a toute une équipe d'avocats un peu partout. Et lui, il n'a pas eu de bonnes relations avec ses avocats historiquement. Il ne les paie pas, il y a beaucoup de friction. Donc, ce n'est pas la première fois, ni la dernière, je crois, qu'il a changé un avocat. En ce qui concerne la date, le juge a dit que le 23 octobre, il y aura un procès contre un des accusés. Un des avocats, lui, a demandé un procès tout de suite. Trump a tout de suite dit non. Moi, je ne veux pas être poursuivi si vite. Donc, lui, il va repousser. Il va chercher un retard. Il va dire que n'importe quoi, je ne peux pas le faire. Et c'est très difficile parce qu'on a déjà 3 autres accusations qui sont déjà en cours. Et on a la campagne en même temps. Et cette affaire-ci, il y a 19 accusés, qui est très différente des autres. Donc, à mon avis, impossible à concevoir que Trump, lui, soit devant un jury avant 1 an ou 2. 1 an ou 2. L'élection est dans 18 mois. Donc, est-ce qu'il y a une expression anglaise que je vais vous citer, on l'a pas la justice delayed, justice denied. C'est une expression que vous connaissez sûrement. Donc, si on retarde la justice, il y a comme un déni de justice. Un procès si tardif, après 2 ans et plus d'enquête, est-ce qu'il n'y a pas ici, pour la démocratie, dans un effet important, là, un déni de justice? La preuve, pour vous, est-elle accablante? Oui, 1 an ou 2, c'est pas très long par rapport avec beaucoup d'affaires pénales. Ça peut traîner parce qu'il y a beaucoup de questions détaillées et qu'on a 19 personnes accusées en même temps, chacun avec sa défense, chacun avec sa stratégie. Bon, c'est extrêmement difficile à régler ça. Donc, et on a les 3 autres affaires, dans le sens que on ne peut pas dire moi, juge en Géorgie, je peux choisir une date parce que c'est peut-être une date déjà prise par notre procès. Donc, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Est-ce que c'est irréaliste pour la procureure de mener à terme ce procès, étant donné que c'est un méga procès, que c'est le RICO, la fameuse loi là, sur le gangstérisme? Est-ce que c'est irréaliste de vouloir mener? On lui a reproché ça. On lui a dit qu'en fond, qui trop embrasse mal étreint, là, de vouloir en faire trop. Donc, elle a poursuivi une stratégie totalement différente des autres procs. Surtout le procureur fédéral, Jack Smith, il était très discipliné. Il a dit, moi, je suis concentré sur un mec, notamment Trump. Et dans une des poursuites, elle a accusé 2 autres, mais de petits quoi. Elle a dit une chose différente. Elle a dit, bon, on sait ce qui s'est passé. Ce n'était pas Trump tout seul. Il était entouré d'autres personnes qui l'ont aidé et qui, eux aussi, ont fait des trucs illégaux. Donc, elle a dit, je refuse de limiter à une personne. Moi, je vais suivre les faits. C'est ce qu'elle a dit. Elle arrive à dire que, bon, il y a 19 personnes sur lesquelles, contre lesquelles, on a des preuves importantes. Et de son point de vue à elle, c'est difficile à dire. Moi, je ne vais pas les poursuivre, vous comprenez. Quelle est la principale preuve, selon vous, qui a été divulguée dans cet acte d'inculpation de 98 pages qui est très probant, justement? Est-ce que c'est la fameuse conversation entre Trump et Raffensperger, le secrétaire d'État, où il dit « Trouvez-moi 11 780 voix
puis là, on aurait le bon résultat. Est-ce que c'est ça ou c'est quand il dit à Pence avant le 6 janvier, vous êtes trop honnête, Pence, vous pourriez refuser de certifier les voix, ou c'est l'ensemble de ces faits-là qui doivent être présentés au jury? Oui, le coup de fil fameux dont vous parlez est frappant, mais ce qu'on voit dans l'acte accusatoire, l'indictment, c'est qu'il y avait beaucoup d'événements avant et après, et c'était un peu contrôlé par ce groupe d'avocats, dans le sens que ce n'est pas à l'improviste qu'ils ont fait ce coup de fil téléphone. C'était après des rencontres, après les accusations des personnes d'avoir fausser des votes, ce qui n'est pas le cas. Ouais. Donc, c'était répété, c'était continué, ça continuait pendant des semaines et des semaines. Donc, c'est un récit, c'est une histoire extrêmement compliquée. C'est un peu comme un roman russe avec beaucoup de personnages et beaucoup de virements, et c'est très compliqué. Ouais. Et la défense, notamment exposée par un des co-accusés, son avocat John Eastman, dont on dit qu'il est un peu à l'origine de tout le stratagème là, pour arriver à influencer la certification des grands électeurs le 6 janvier, c'est de dire, bien, j'ai suivi le conseil de mes avocats. Est-ce que ça tient, cet argument? Bon, si vous parlez de la défense du fond, c'est-à-dire qu'il est accusé d'avoir fait quelque chose, est-ce qu'il dit « non, je n'ai pas fait », je dirais deux choses. Une, c'est que ce n'est pas non sa défense, dans le sens que ce que lui, il fait, il veut changer le débat, il veut accuser le procureur, il veut accuser le juge, il va dire que tout est corrompu, moi je suis la victime. Et pour lui, du point de vue politique, c'est remarquable, dans le sens qu'il monte dans les sondages. Sur le fond, il peut dire, moi j'ai suivi le conseil de mes avocats, mais moi je connais assez bien cette défense, c'est très compliqué parce que ça a ouvert toutes les communications entre lui et ses avocats. Et le procureur, elle, sera ravie d'avoir accès à toutes les communications qui sont normalement confidentielles. Évidemment, Trump se présente comme une victime. Vous avez évoqué les insultes, l'intimidation à l'endroit du procureur, du juge, etc. Il a pourtant une ordonnance de cour lui interdisant de faire ça. Donc, les autorités, les procureurs peuvent-ils vraiment faire respecter cette ordonnance-là sans faire de Trump une nouvelle victime? Et qu'en pensez-vous, en terminant? Vous parlez de l'ordonnance à Trump? Oui. On lui concernant ce qu'il dit. Oui. Bon, encore une fois, il adore ça. Parce que ce qu'il va faire, il va jouer avec, il va dire, il va aller jusqu'à la marge et puis s'arrêter un peu. Et pour lui, le résultat, c'est qu'il fait ce qu'il veut et chaque jour, c'est à la une. Et ça, c'est pour lui le paradis. Donc, ce n'est pas un procès normal. C'est un procès qui joue dans la politique. Et en tant qu'avocat, prof et ancien procureur, j'ai horreur de ça parce qu'à la fin, il y a eu des événements extrêmement graves. Il faut un procès. Mais si on peut arriver à un procès, à mon avis, beaucoup dépend des juges. Si les juges sont fermes, s'ils sont concentrés sur la loi, les procédures et les faits, on va arriver à quelque chose. Mais avec 4 procès en parallèle en même temps, c'est pas facile. Et en même temps, le voyez-vous président des États-Unis inculpé devant des procès et éventuellement condamné, en terminant? Si vous voulez, oui, il peut être élu président même s'il était en prison, dans le sens que les lois pénales ne créent pas un empêchement légal à son élection. C'est bizarre, ça. Frédéric Davis, c'est une première à 24/60. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous reparler incessamment. Je rappelle que vous êtes un ancien procureur fédéral à New York et professeur de droit. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise avec nous. Au revoir. Un plaisir. Un plaisir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.